Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Au sommaire de cette édition politique, le ministère de la Sécurité a autorisé le rapatriement de la dépouille de Monseigneur Philippe Podro sur demande du clergé catholique. D'autres détails dans ce journal. Aussi, un présumé escroc opérant via l'application Tinder a été appréhendé par la direction centrale de la police judiciaire. Nous y reviendrons. À l'international au Congo, une nouvelle alliance dénommée Pacte pour un Congo retrouvé a été lancée au sein de la majorité présidentielle, une initiative qui suscite des interrogations, on y revient. Le déploiement de 1000 policiers kenyans en Haïti, annoncé récemment par le Conseil national de sécurité, a été jugé illégal par la Haute Cour du Kenya. Le Conseil national de sécurité qui avait annoncé ce déploiement malgré le manque d'autorité légale pour envoyer des policiers à l'étranger se retrouve désormais dans une impasse. Restez avec nous pour plus de détails. Voici donc tout pour le menu de ce soir. Place au développement. Bienvenue si vous nous rejoignez. Monseigneur Philippe Podro sera rapatrié et inhumé à Lomé. Le ministère de la Sécurité, sur demande du clergé catholique, a autorisé le rapatriement de la dépouille du prélat avec une facilitation des formalités à l'aéroport de Lomé. Le récit de Kofi. Le gouvernement togolais vient de donner une suite favorable à la demande du clergé catholique togolais. Sur le rapatriement de la dépouille de Monseigneur Kossi Philippe Fanoko Podro, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a accordé une autorisation de rapatriement du corps du prélat décédé en plein exil en République suédoise. Cette autorisation est assortie de dispositions pour faciliter les formalités à l'aéroport de Lomé. Conformément aux dispositions prises par l'Église catholique, l'organisation des obsèques de l'homme de Dieu sera prise en charge par l'archidiocèse de Lomé. Bien avant son exil en Suède, Monseigneur Podro a consacré ses dernières années à la politique. Selon lui, l'alternance politique à la tête du pays doit se faire de son vivant. Ainsi, il s'est opposé au pouvoir de Faure Gnassingbé en soutenant l'opposition aux dernières élections présidentielles dont il revendique la victoire pour son candidat. Disant qu'il craint pour sa vie, il s'est exilé en Suède. Mais selon le pouvoir de Lomé, le Monseigneur n'a jamais subi aucune menace de sa part, le contraignant à l'exil. Monseigneur Philippe Fanoko Podro sera rapatrié et inhumé à la cathédrale de Lomé. Parlons économie à présent. Le Togo note une augmentation du chiffre d'affaires des services et de l'activité de commerce pour le compte du troisième trimestre de l'année 2023. Même si le secteur de la construction est en baisse, le bon déroulement des activités commerciales se justifie par la hausse du chiffre d'affaires. Le récit de Félicité Chapin. Au cours du troisième trimestre de l'année 2023, le secteur commercial au Togo a enregistré une croissance significative de son chiffre d'affaires, reflétant ainsi la vitalité et le dynamisme du tissu économique togolais. C'est plus de 15 000 nouvelles entreprises enregistrées, confirmant ainsi une tendance à la hausse de l'activité de commerce. Cette augmentation du nombre d'entreprises témoigne de l'essor du chiffre d'affaires en entreprises de services et de commerce au Togo. Ainsi, au troisième trimestre 2023, plusieurs entreprises ont affiché une solide croissance de leur chiffre d'affaires, illustrant la progression des activités commerciales sur le territoire togolais. Ces résultats financiers mettent en lumière la capacité des entreprises à saisir les opportunités offertes par le marché togolais en pleine expansion. Cependant, malgré la hausse dans certains secteurs, celui de la construction a connu une baisse de 28,3% de son chiffre d'affaires par rapport au deuxième trimestre de l'année écoulée, ce qui s'explique par une diminution de ses activités. Il est également à noter que le Togo compte désormais 303 grandes entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 1,7 million de dollars, soulignant ainsi la présence d'acteurs majeurs contribuant à la croissance et au dynamisme du secteur commercial. Ces indicateurs positifs tels que la hausse à plus de 65,1% du chiffre d'affaires des jeux de hasard démontrent l'attrait croissant du Togo en tant que terre d'opportunités commerciales et mettent en lumière les perspectives prometteuses offertes par le marché togolais.
un présumé escroc de 31 ans spécialisé dans les fraudes via l'application Tinder a été arrêté le 11 janvier dernier à Lomé par la direction centrale de la police judiciaire, mettant ainsi fin à ses activités criminelles. Le récit d'Arclès Moto avec la voix d'Harold Atomitan. Le 11 janvier 2024, la direction centrale de la police judiciaire a mis fin aux agissements criminels de Christian Yaovi B, un citoyen togolais de 31 ans. Ce dernier, réputé pour ses multiples vols et escroqueries, a été appréhendé alors qu'il tentait d'escroquer une étudiante tchadienne. Son modus operandi impliquait l'utilisation d'un faux nom sur l'application de rencontre Tinder, où il fixait des rendez-vous avec ses victimes. L'escroc a réussi à estorquer de l'argent à ses victimes en les menaçant de publier leurs photos compromettantes si elles refusaient de payer. Ciblant principalement des jeunes femmes âgées de 20 à 25 ans, Christian B a fait l'objet de 50 plaintes enregistrées par la direction centrale de la police judiciaire. Lors des interrogatoires, l'escroc a avoué que les téléphones portables volés étaient revendus sur le marché noir. Il sera présenté aux autorités judiciaires pour répondre de ses actes. Face à cette menace, la police nationale appelle la population à exercer une prudence accrue lors de l'utilisation des réseaux sociaux et encourage le partage d'informations sécuritaires. Cette arrestation souligne l'importance de rester vigilant dans le monde virtuel, où la tromperie peut souvent se cacher derrière un écran. Après une période marquée par la Covid-19, le secteur touristique au Togo commence par enregistrer des résultats encourageants. Afin de rester sur la même lancée, l'État prévoit d'injecter 2 milliards de francs CFA dans le secteur pour le compte de cette année 2024. D'autres précisions dans cet élément. L'ambition de l'État togolais est de faire du tourisme un véritable secteur porteur. Disposant déjà d'importants atouts touristiques, le pays compte pour cette année 2024 parvenir à un tourisme d'affaires à travers la création d'une plateforme numérique de réservation des hôtels pour les grands événements. Aussi, investir dans la poursuite des projets de restauration des sites touristiques. Pour y arriver, l'État va injecter 2 milliards de francs CFA afin de redynamiser le secteur. Ceci fera du secteur du tourisme un des leviers dans la lutte contre la pauvreté et la création d'emplois. Rappelons qu'après la période liée à la pandémie de la Covid-19, le secteur retrouve peu à peu ses potentialités en enregistrant des résultats encourageants. En 2022, près d'1 million de touristes ont visité le Togo, un bilan constant par rapport à 2020 et 2021. L'UNICEF alerte sur la malnutrition touchant 7 millions d'enfants de moins de 5 ans dans la Corne d'Afrique. Il rappelle que près d'1 million d'enfants sont susceptibles de souffrir de ce phénomène cette année dans le centre du Sahel. Les explications d'Harold Atomitan. Selon l'UNICEF, plus de 7 millions d'enfants de moins de 5 ans sont aux prises avec la malnutrition dans la Corne de l'Afrique. Plus généralement, les chiffres révèlent que plus d'1 million d'enfants devraient souffrir de malnutrition aiguë sévère cette année dans les 3 pays du centre Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, en raison des conflits, de l'insécurité alimentaire, des prix élevés des denrées et du changement climatique. La malnutrition aiguë sévère peut entraîner des infections, des retards de croissance, des troubles cognitifs, voire la mort. Au Togo, ce phénomène est un problème sérieux. Les derniers chiffres révèlent que 26% des enfants présentent un déficit pondéral, 5,7% souffrent d'émaciation et 6,8% sont touchés par la malnutrition aiguë globale, dont 1,1% souffrent de malnutrition aiguë sévère. Pour faire face à la situation, le pays a pris plusieurs mesures comme le plan stratégique national multisectoriel de la nutrition entre 2019 et 2023, qui vise à répondre aux causes multiples de la malnutrition en impliquant plusieurs secteurs ministériels, ou encore le programme de lutte contre la faim et la malnutrition, qui établit des liens entre les actions engagées dans différents secteurs, notamment l'agriculture, la santé, l'éducation et la protection sociale. De plus, le plan stratégique de pays du Programme alimentaire mondial soutient les efforts du Togo pour lutter contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Ces initiatives témoignent de l'engagement du Togo à lutter contre la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans. Au-delà de nos frontières, en RDC, une nouvelle alliance politique au sein de la majorité présidentielle a été lancée. Plus de 100 députés sur les 500 que compte l'Assemblée nationale en font partie. Dénommée Pacte pour un Congo retrouvé, elle se veut ouverte à toute adhésion. Néanmoins, cette initiative pose question au sein de la même majorité. Les précisions.
Ils sont 4. Vital Cameret, Julien Paloukou, Jean-Lucien Boussa et Tony Kankou. 4 chefs de file des principaux regroupements politiques au sein de la majorité qui réfutent par avance tout procès en opportunisme. D'après eux, leur initiative intitulée Pacte pour un Congo retrouvé est ouverte à toute adhésion et, comme ils l'affirment, ne vise qu'à renforcer la cohésion au sein de la majorité. Explication. S'il n'y a pas une organisation, s'il n'y a pas des gens qui réfléchissent, eh bien, rien ne va se faire. On n'attend pas que le président de la République, Félix Tshisekedi, nous demande de réfléchir, nous demande de travailler. Voilà le sens de la création de ce pacte qui est composé d'hommes de terrain, connus pour leur pragmatisme et leur efficacité dans la formulation des contributions qui vont permettre à ces pays de sortir finalement du marasme. Cette nouvelle alliance qui s'affiche au sein de l'Union sacrée, officiellement le parti de Félix Tshisekedi, l'UDPS, n'y voit rien à redire. Mais à l'heure où se décide en haut lieu la primature ou encore la présidence des 2 chambres du Parlement, le lancement de la plateforme interroge au sein de la majorité. Il y a là le positionnement qui est en train de hanter les esprits des uns et des autres. Les résultats des élections, c'est l'Union sacrée qui a battu campagne. Il revient à cette même union sacrée d'organiser la consolidation. Il y a un petit noyau qui veut se soustraire et s'en accaparer. Mais c'est quand même étonnant. Je suis étonné. Manœuvre ou pas, les jeux seront faits par le président lui-même. Félix Tshisekedi devra composer avec toutes les forces en présence. Sans doute se décidera-t-il à la fin mars, après la fin des procès en contestation et la proclamation des résultats définitifs des législatives. Le déploiement de 1000 policiers kenyans en Haïti, annoncé récemment par le Conseil national de sécurité, a été jugé illégal par la Cour suprême kenyane. Cette décision intervient malgré le soutien du président William Ruto. Les détails. Le Conseil national de sécurité n'a pas l'autorité légale pour envoyer des policiers dans un autre pays. C'est le verdict prononcé vendredi par la haute cour du Kenya, basée à Nairobi, la capitale. Dans la foulée, la juridiction a jugé illégal le déploiement annoncé des policiers kenyans en Haïti. En octobre, le Conseil national de sécurité du pays avait pourtant obtenu le feu vert des parlementaires. C'était sans compter une ordonnance de la Cour bloquant la mission suite à une pétition de l'opposition. Le Kenya doit envoyer 1000 policiers et diriger une mission de sécurité en Haïti soutenue par l'Organisation des Nations Unies. Haïti est en proie à l'insécurité alors que des gangs écument des pans entiers de ce pays. Le président kenyan William Ruto est favorable à cette initiative, mais des obstacles entravent le déploiement d'une partie de ses forces de police. Toujours au Kenya, des défenseurs des droits de l'homme manifestant en soutien aux Palestiniens ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène par la police. Reportage. Alors qu'ils manifestaient en soutien aux Palestiniens, les défenseurs des droits de l'homme ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène par la police jeudi à Nairobi au Kenya. La mobilisation a eu lieu à quelques heures de la décision de la Cour internationale de justice sur les accusations de génocide portées par l'Afrique du Sud à l'encontre d'Israël à Gaza. Les organisateurs disent avoir reçu le feu vert des autorités et dénoncent la répression policière. Aujourd'hui était censé être une marche de solidarité pacifique. Nous nous attendions à ce que ce soit une manifestation très pacifique où nous montrerions notre solidarité. Mais ce que nous avons vécu aujourd'hui ne l'était pas. C'était plutôt injuste. Nous avons été la cible de gaz lacrymogène et de menaces de la part de la police et certains de nos collègues ont été arrêtés. Le rassemblement s'est déroulé alors que le ministre allemand des Affaires étrangères séjourne dans le pays. Un signal sans doute en direction de Berlin qui fait partie des défenseurs de la cause israélienne. Les opérations militaires de l'armée israélienne dans l'enclave palestinienne ont fait déjà plus de 25 000 morts selon le ministre de la Santé de Gaza.
Le génocide rwandais remis au goût du jour par la découverte de 119 reliques de cadavres considérés comme victimes du dit génocide, alors que le pays s'apprête à commémorer en avril prochain les 30 ans de cette triste page de l'histoire du Rwanda. Les détails. Les reliques de 119 personnes considérées comme des victimes du génocide rwandais ont été découvertes dans le sud du pays. En octobre, 6 corps ont été trouvés sous une maison en construction dans le district d'Uye. Selon l'organisation des survivants du génocide Ibuka, d'autres découvertes ont été faites grâce aux recherches. L'organisation souligne que les responsables du génocide ont pris soin de dissimuler les informations qui pourraient les incriminer. Les souvenirs d'une page triste de l'histoire du Rwanda sont donc remis au goût du jour, alors que le pays doit commémorer en avril les 3 décennies de la tragédie. Environ 800 000 personnes ont perdu la vie lors du génocide rwandais de 1994 des Tutsis et des Hutus modérés. Nous vous en parlons dans notre précédente édition. Un conte de fortune qui abrite plus de 500 demandeurs d'asile africains continue de cristalliser les tensions à Mayotte. Il est en cours de démolition. Suivons plutôt. L'État est déterminé à évacuer ce camp en lien étroit avec les élus concernés. Et je vous le dis, les premières démolitions démarreront dès demain. Le Premier ministre Gabriel Attal a confirmé ce que Gérald Darmanin avait annoncé quelques jours plus tôt, le démantèlement du camp de Cavani à Mamoudzou. Un démantèlement qui a commencé ce matin dans le calme. Une décision plutôt bien accueillie par la plupart des migrants alors que les relations sont de plus en plus tendues avec la population mahoraise. Nous, depuis qu'on est ici, on a un problème de sécurité depuis longtemps. Donc, toujours, on demande au gouvernement qui nous aide pour assurer notre sécurité. Voilà. Moi, je trouve ça, c'est une bonne décision parce qu'on va trouver les logements pour les gens qui habitent les camps. En présence des membres des collectifs et des forces de l'ordre, les migrants africains de République démocratique du Congo, du Rwanda ou de Somalie ont démonté eux-mêmes leurs abris de fortune pour ensuite les mettre dans des bennes à ordures. Le démantèlement devrait prendre plusieurs jours. La plupart des migrants sont des demandeurs d'asile. Une quarantaine d'entre eux ont reçu leur statut de réfugiés et devraient être rapatriés dans l'Hexagone. Pour les autres, c'est l'incertitude. Ils ont dit que seulement ils ont inscrit les noms des gens, après on va nous amener, mais on ne sait pas dans quel endroit où on va nous amener. Les habitants de Mamoudzou protestent depuis des mois contre l'installation de ce camp de réfugiés au stade de Cavani. Son démantèlement était donc très attendu. Parallèlement, des collectifs de citoyens bloquent depuis plusieurs jours des mairies et des administrations pour protester contre l'arrivée massive des réfugiés à Mayotte. Et c'est ainsi que se referme ce tour de l'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée en compagnie de nos programmes.